Exode, guerre, famine ou séisme, l'action humanitaire est-elle la solution à tous les problèmes de l'humanité? Les humanitaires font-ils le travail des politiques? Pour répondre à ces questions, nous avons invité Wahid Abbassi, le président de l'ONG Dignité Internationale. Bonjour et bienvenue sur Mizan TV, Wahid Abbassi. Bonjour Fouad, merci pour cet accueil. Alors, Dignité Internationale, l'ONG que vous avez fondée, fête cette année ses 10 ans. Pour commencer cet entretien, pouvez-vous nous présenter brièvement votre ONG, ses activités et ses projets? Tout d'abord, je remercie Mizan TV pour cette invitation. Pour nous, c'est très important de communiquer avec nos donateurs, avec le grand public, avec ceux qui nous observent comme acteurs humanitaires français. Dignité Internationale, comme vous venez de le citer, donc, a été créé en 2014. Donc cette année, nous fêtons nos 10 ans, la première décennie de Dignité Internationale, comme une ONG d'entrepreneuriat solidaire et humanitaire et social. Donc cette association, nous l'avons créée en 2014 comme objectif avec une vision, des missions et des domaines et des projets d'intervention. La vision de Dignité Internationale, elle est autour de la dignité humaine, comme une pierre angulaire de toutes nos actions, car elle structure tout le reste. Cette vision est la suivante. Ensemble, œuvrer pour la dignité de l'humain dans le respect profond de sa condition d'être libre. C'est très profond parce que tout simplement, la dignité humaine est un don et on doit le rétablir dans des conditions comme les guerres, les catastrophes naturelles, les situations de pauvreté extrême, etc. Et à partir de là, nous avons décidé de se réunir autour de ce projet, autour de ces valeurs, pour justement soigner, accompagner les populations dans les pays d'intervention. Dignité internationale est aussi des valeurs, aussi, comme je l'ai dit, on s'inscrit pleinement dans les valeurs humanitaires internationales, telles que l'indépendance, la neutralité et le respect des cultures, des religions, de la spécificité des sociétés dans lesquelles on travaille, sans distinction de race, de culture, ni de religion, ni de couleur. C'est très important de le souligner, car nous sommes universels dans notre manière d'agir. Même si on croit, on a des convictions personnelles, c'est important, mais dans notre action d'agir, on est dans l'universalisme. De toute façon, on atteint toujours l'universel à partir d'un point particulier, parce qu'en tant qu'être humain, on est toujours situé dans l'espace et le temps. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et donc, nous agissons depuis la création de Dignité Internationale dans une vingtaine de pays, en Afrique, surtout la zone subsaharienne, au Mali, au Niger, au Tchad, en Somalie, au Djibouti, au Sénégal, au Bénin, au Moyen-Orient, donc il y a le Liban, il y a la Palestine, il y a le Yémen et d'autres pays, et aussi en Asie, au Bangladesh, surtout avec la crise des Rohingyas qui a commencé il y a quelques années, et au Cambodge et dans d'autres pays. Nous essayons bien sûr élargir notre travail progressivement selon les besoins surtout, et aussi selon nos capacités. Nous respectons la volonté de donateurs comme il se doit, parce que c'est une responsabilité envers nos donateurs, une responsabilité, l'action humanitaire, je parle, une responsabilité aussi envers les bénéficiaires, en respectant leur dignité et leurs attentes, et aussi de cadre légal dans les pays d'intervention, ou aussi même en France, c'est important de le souligner aussi. Alors, il existe beaucoup d'ONG humanitaires aujourd'hui. Pourquoi avoir décidé, alors même si votre ONG a 10 ans aujourd'hui, pourquoi à l'époque, en 2014, aviez-vous décidé de créer une nouvelle ONG? Est-ce que c'est pour les raisons que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire le fait que Dignité Internationale a pour objectif de mettre la valeur dignité au centre de ses actions, avec comme sous-entendu peut-être que d'autres ONG ne le feraient pas, c'est-à-dire peut-être que la dimension caritative serait trop présente
dans les actions, dans les dispositifs des autres ONG? Est-ce qu'il s'agit de cela? Est-ce qu'il s'agit d'aller vers l'autonomie, de sortir de la dépendance caritative? Et finalement, si c'est bien cela, comment vous intégrez cette valeur dignité dans votre dispositif d'action? Comment ça se traduit concrètement? Au fait, c'est une question très complexe. Premièrement, faire le bien, agir pour autrui, pour l'intérêt général et pour la solidarité en général, ça fait partie de l'ADN de l'être humain. Et donc, nous sommes toujours interpellés, tous les jours, quotidiennement, sur la situation dans le monde. Malheureusement, depuis quelques années, on observe une multitude de crises humanitaires, des crises naturelles, des catastrophes naturelles, des guerres, des conflits partout. Je pense que de par cette interpellation, de par notre conscience, nous sommes dans le devoir d'agir. L'existence des ONG humanitaires ne n'empêche pas de créer d'autres parce que je pense que les besoins qui sont vraiment dans le monde, dans les pays qui sont vraiment en crise, dépassent largement la capacité de ces ONG humanitaires, de ces acteurs. Largement. Là, comme exemple, Gaza, ou la famine, ou la crise soudanaise, ou les 6 catastrophes naturelles qu'on a vécues, qu'on a observées en 2023. La Turquie et la Syrie, le Maroc, les inondations au Liban, en Libye, la catastrophe ou la crise ou le conflit au Moyen-Orient. Il y avait aussi un séisme qui a frappé le Vietnam, mais il est passé inaperçu parce que tellement on a vécu des choses, des catastrophes, des fois les médias n'arrivent pas à relayer l'information. Et ça, c'est juste les grandes catastrophes. Je ne parle pas des inondations à N'Djamena, dans le sud de Tchad, etc., etc. Et donc, avec cette multiplication des crises, je pense que, au contraire, j'invite personnellement toute personne qui souhaite intégrer le monde humanitaire et rejoindre cet espace ces acteurs. Je pense que je les encourage de le faire parce que nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de réinventer la solidarité, nous avons besoin d'être dans la créativité et chaque génération, je pense, peut rapporter sa valeur, sa participation en quelque sorte dans le développement humanitaire. Est-ce que le public donne encore aujourd'hui, finance les ONG? On parle souvent d'hyper-individualisme, de nos sociétés modernes, avec en plus s'ajoutant à cela une grande crise financière, une paupérisation qui augmente. Est-ce que vous constatez une permanence des flux de dons, hein, voilà, ou est-ce que vous constatez peut-être même au-delà de l'unité internationale, je pense que vous devez aussi être dans le partenariat et l'observation de ce qui se fait dans les ONG. Est-ce que le financement des ONG humanitaires est-il en crise ou se maintient-il? Bien sûr, il y a une très belle tradition humanitaire en France. Le Français, de par sa nature, est généreux. Maintenant, ce qu'on a besoin, en fait, d'avoir des acteurs qui rassurent, qui sont responsables, transparents avec leurs donateurs. C'est ça le plus important. Sinon, nous avons constaté, selon notre expérience chez Dignité Internationale, une augmentation de la générosité, malgré la crise économique, malgré l'inflation, malgré cette crise qui nous guette de partout. Malgré tout ça, le donateur de Dignité Internationale, ou moi, est très très sensible à tout ce qui se passe dans le monde, en France et dans le monde. Nous sensibilisons via nos campagnes nos donateurs, le grand public, et franchement, chaque fois, il y a une réponse, une belle réponse, très généreuse même. D'ailleurs, nous avons, entre 2022 et 2023, nous avons augmenté les dons de Dignité Internationale grâce à ces donateurs à 147%. Donc, ce chiffre-là reflète la générosité des donateurs
en France et d'ailleurs, les donateurs de dignité internationale. Et pour nous, c'est un indicateur de confiance. Je profite de cette occasion pour remercier au fond de cœur tous les donateurs de dignité internationale qui ont vraiment, depuis quelques années, accompagné Dignité internationale à travers ces projets, soit dans le domaine de l'urgence ou des projets de développement. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'actions qui ont été financées avec cet argent, pour avoir une idée précise du Alors, pour travail parler de votre ONG? de sujets, deux axes importants qui ont vraiment marqué 2023 chez Dignité internationale, il y a le projet de forage des puits, l'eau. La donation de l'eau est sacrée chez nos donateurs parce que de l'eau, l'eau c'est la vie. Et donc nous avons augmenté nettement le taux ou le nombre des forages des puits dans 7 pays à travers le monde. Au Niger, au Mali, au Tchad, au Bénin, au Cambodge. Nous avons dépassé même les 5000 puits. C'est énorme, c'est une grande responsabilité. Uniquement en 2023, nous avons fait 2700 puits. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la mobilisation de nos donateurs pendant les crises naturelles, pendant les catastrophes naturelles ou les conflits. Février 2023, il y avait le séisme qui a frappé la Turquie, le nord de la Syrie, le Maroc, il y avait la Libye, comme je viens de le citer, et nous avons constaté une grande mobilisation avec Dignité internationale concernant ces crises. Et je les remercie encore une fois pour leur mobilisation, et je pense que nous étions vraiment à la hauteur de leurs attentes, leur générosité, en étant très très impliqués sur le terrain, à travers des projets d'urgence, soit dans le domaine de la santé, l'aide alimentaire, les abris, ou aussi l'accompagnement des femmes et des enfants. Alors vous êtes aussi présent en Palestine, à Gaza, je crois. Est-ce que vous pouvez nous donner juste un mot de l'action de Dignité internationale sur place? Alors pour la Palestine, premièrement, c'est une crise majeure. Et en face, on trouve une vraie mobilisation de nos donateurs pour venir en aide à ces populations gazaouis et palestiniens en général. L'unité internationale existe en Palestine depuis 2014. Si vous vous souvenez, le Ramadan 2014, il y avait une grande guerre de 51 jours. Nous avons pu envoyer à l'époque 6 médecins chirurgiens qui ont renforcé les staffs et les structures médicales à Gaza, à l'hôpital Shifa et d'autres. Ils étaient vraiment exemplaires dans leur engagement et leur soutien à leurs confrères médecins. Nous avons, pendant cette crise, mis en place un projet de distribution des colis médicaux et des soins aussi, et faire des soins gratuitement, bien sûr, à Khouza'a, donc le sud-est de Gaza. Et on a clôturé cette première mission avec un beau projet, un grand projet de soutien psychologique aux femmes et leurs enfants pendant 6 mois. Vous savez qu'on vit une guerre, on est impacté psychologiquement. On voit tous les jours des horreurs, des catastrophes, on est même touché dans nos corps et nos cœurs, et nous avons besoin, nous avons constaté qu'il y avait vraiment un besoin d'accompagnement psychologique. Depuis, nous avons travaillé bien sûr dans des projets de développement et d'accompagnement, dans le solaire par exemple. Gaza sous embargo depuis 17 ans, ils sont privés d'électricité. Il n'y a que 4-5 heures par jour. Donc nous avons ciblé des familles qui ont des enfants ou des membres malades et qui ont besoin de l'électricité pour faire fonctionner les appareils. Donc on a ciblé comme priorité ces familles et nous avons installé un système solaire complet pour avoir de l'électricité 24/24. Nous avons aussi travaillé dans le domaine de l'eau, le dessalement de l'eau. Nous avons fait réalisé une dizaine d'unités de dessalement de l'eau. Nous avons accompagné les agriculteurs palestiniens, soit pour planter des arbres, les oliviers, ou les soutenir tout simplement dans cette activité qui est vitale pour leur survie, pour leur dignité. Nous avons aussi lancé un grand projet d'accompagnement et d'insertion des enfants
et des adultes même handicapés. C'est une insertion socio-médicale, projet qu'on a mené pendant presque 2 ans et on l'a achevé dans sa première étape, plutôt sa deuxième étape, le 31 décembre dernier, malgré la guerre. Et bien sûr, je parle de l'urgence actuelle. La famine. Oui, exactement. L'urgence actuelle qui a commencé depuis le mois d'octobre et qui a mobilisé toutes les énergies et les membres de Dignité Internationale et ses donateurs. Et depuis, bien sûr, comme nous sommes présents à travers des coordinateurs et des partenaires palestiniens, nous avons mené dès le premier jour de cette crise une distribution dans les écoles de l'UNRWA. Donc la distribution des colis alimentaires. Donc l'organisation des réfugiés palestiniens qui fait partie de l'ONU. Voilà, exactement. Et donc nous avons réalisé la distribution des colis alimentaires, des kits d'hygiène, des colis ou des kits médicaux, et aussi des citernes de l'eau qui ont sillonné tous les quartiers et les centres là où il y a des réfugiés. Vous savez que pour fuir la guerre, les civils ont intégré les écoles et surtout les écoles de l'ONU. Et c'était pour nous des endroits où des milliers de populations, des personnes, ils étaient entassés dans des conditions vraiment très difficiles. Et pour nous, c'était l'occasion pour venir en aide et distribuer ces aides primaires. Bien sûr, on savait que le potentiel ou les moyens sont très limités à Gaza. Nous avons lancé une deuxième piste via l'Égypte et nous avons réussi à acheminer 3 semi-remorques il y a quelques semaines. Et là, il y a 3 encore semi-remorques qui sont sur le point de partir. 2 remplis de l'aide alimentaire, environ 2700 colis alimentaires destinés pour des familles de 5 à 6 membres, et un semi-remorque aussi d'aide médicale. Nous sommes en train de travailler en mettant en place un consortium avec 3 ONG humanitaires, 2 françaises et une palestinienne, justement pour mener un programme sur 3 mois, un programme complet qui va traiter l'axe médical à travers ces 2 volets, donc des soins basiques primaires et aussi l'accompagnement psychologique pour les populations traumatisées et pour les acteurs humanitaires, parce qu'ils font partie malheureusement de cette guerre, et eux-mêmes ils sont impactés directement, parce que impactés par la guerre et impactés aussi par les conséquences de la guerre, parce que c'est des acteurs humanitaires, donc ils soignent, ils apportent de l'aide aux populations victimes, et donc ils sont doublement impactés. Donc nous avons décidé de cibler et les populations et les acteurs qui travaillent sur le terrain. Et le deuxième axe, c'est la distribution alimentaire. Et bien sûr, troisième, c'est de l'eau. Ça, c'est un programme de 3 mois qui va mobiliser environ 500 000 €. Et ça sera pour nous une manière d'évaluer et structurer le travail, parce que comme vous le saviez, déjà il y a l'embargo, les aides rentrent d'une manière avec un rythme très très restreint et qui ne répond pas aux besoins réels des Gazaouis. Et entre le nord et le sud, déjà, il y a une rupture, donc on ne peut pas faire circuler librement entre le nord et le sud. Et donc, nous avons besoin de temps et de l'énergie aussi pour les moyens pour structurer ce travail et répondre vraiment aux besoins des Gazaouis. Nous avons lancé actuellement, pendant ce mois de Ramadan, une très belle opération, une distribution des repas chauds. Au fait, c'est une soupe traditionnelle palestinienne qui est réalisée, qui est faite avec des légumes locaux dans le nord de Gaza. Donc, justement, pour répondre à cette histoire de l'embargo et de l'inaccessibilité aux zones, donc nous avons mobilisé nos donateurs, nos partenaires et nos équipes sur place pour justement préparer cette soupe et venir en aide à des milliers de Gazaouis, entre 3 000 et 5 000 repas chauds distribués par jour, et pendant tout le mois. Alors, quels sont les plus gros problèmes auxquels sont confrontés les ONG humanitaires sur le terrain? Voilà, est-ce que vous pouvez identifier 3, 4 ou 5 problèmes majeurs et récurrents qui se présentent aux acteurs de l'humanitaire?
C'est un grand sujet. Je souhaite l'aborder dans un contexte international. Vous savez, l'humanitaire agit et travaille dans un contexte. Le monde actuel vit une transition dans le sens large du terme. Là, je me rappelle d'une citation de Antonio Gramsci. Quand il parle à l'époque, c'est un Italien révolutionnaire, il décrit la situation il y a quelques décennies, mais qui a les mêmes, qui ressemble à l'état actuel du monde. Il dit que l'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde de surgir, et entre les deux, on voit les monstres qui agissent. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que le monde actuel vit des transactions énergétiques, une problématique écologique, une transition numérique, une nouvelle vague d'immigration qu'on n'a jamais connue. Des gens, des populations, des milliers, voire des millions de personnes quittent leur pays d'origine et on prend le risque pour atteindre l'Europe en traversant le désert, la Méditerranée. Réfugiés climatiques, réfugiés économiques ou réfugiés de guerre. Les trois. Donc, les motivations de cette nouvelle vague de migration, c'est bien sûr la crise économique dans leur pays d'origine. C'est la crise aux réfugiés, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques à cause de la sécheresse ou les inondations ou autres, ou des réfugiés dus à des conflits armés comme on l'a vu au Soudan et ailleurs. Et donc l'humanitaire, par rapport à votre question, vit dans ce contexte géopolitique qui bouge tous les jours. Sans parler, il ne faut pas oublier aussi ce qui se passe en Ukraine aussi, et en particulier au Moyen-Orient. Et nous, les acteurs humanitaires, on vit dans ce contexte. Nous sommes concernés par cette complexité géopolitique et nous devons s'adapter, nous devons trouver les moyens pour, premièrement, répondre aux besoins et, deuxièmement, de s'adapter aux contraintes de cette de ce nouveau contexte géopolitique. Alors, quelles sont ces contraintes, justement ? Alors, les contraintes, je peux les résumer en 3 ou 4 axes. Premièrement, le flux logistique. Exemple, à Gaza, nous souhaitons intervenir, je pense, toutes les ONG humanitaires françaises et internationales souhaitent intervenir. Presque des difficultés énormes pour accéder à des populations qui sont en danger. Ça, c'est une vraie contrainte. Le flux financier. Les banques ont peur d'être des moyens de transaction financière vers des pays, ce qu'on appelle les pays à risque. Et là, je peux parler avec toute transparence et sans aucun problème. Les banques, ils ont une classification des pays. Des pays à risque ou de haut risque ou des pays sanctionnés. Il y a une interdiction au niveau international de faire des virements financiers à ces pays-là. Donc, sans faire les virements, comment peut-on travailler ? Ce sont les banques. Est-ce que c'est localisé, cette restriction, ou est-ce que c'est international ? C'est international. Dans tous les pays du monde ? C'est international parce que eux-mêmes, ils font un travail formidable. Sans les banques, on ne peut pas travailler. C'est des acteurs, mais vraiment de premier plan. Pour nous, Dignité Internationale, on les considère comme les vrais partenaires. Avec nos banques, on échange, on partage les problèmes, on essaie de trouver des solutions communes, on essaie de comprendre leurs contraintes aussi, parce que s'ils sont en difficulté, on est aussi en difficulté. Et donc, il y a un système international qui est impacté par la géopolitique, par les positions des États, par le positionnement bloc contre bloc. Voilà, par exemple, on ne peut pas faire un virement dans un pays X parce que telle puissance est contre ce pays-là et ses embargos. Comment vous réussissez à contourner ces obstacles ?
Euh, Financier, parce que c'est central, c'est essentiel. L'argent, c'est essentiel. Bien sûr, je suis en train de parler des contraintes, et c'est vraiment un grand problème pour nous, pour les acteurs humanitaires en général. Bien sûr, d'avoir des très bonnes relations avec les banques, avoir une gestion financière transparente, consulter les banques avant de faire quoi que ce soit, parce qu'on doit être dans l'information, on doit être dans la communication et le dialogue interne. Et jusqu'aujourd'hui, Dignité Internationale, euh, on trouve des difficultés, comme toutes les ONG humanitaires, mais on arrive quand même à travailler tranquillement parce que dès la création, nous avons décidé d'avoir une gestion financière saine, transparente avec nos donateurs, avec les autorités, avec les banques. Nous sommes contrôlés depuis 2018 par un commissaire aux comptes que nous avons choisi pour justement valider nos comptes annuellement dans une assemblée générale. Et tous nos comptes sont publiés. Mais vous, Et ça, c'est important. Cette démarche transparente, je pense, aide les banques à avoir une certaine sécurité. Après, nous sommes à l'écoute de leurs contraintes et leurs avis. mais vous disiez que certains pays sont blacklistés, des pays à risque, etc. Donc, les enjeux, c'est pas seulement d'avoir une gestion saine et transparente des comptes pour une ONG. Il y a aussi une dimension politique qui échappe aux ONG et qui font qu'elles peuvent avoir des difficultés, voire une impossibilité d'agir sur un tel théâtre d'opération humanitaire, puisqu'elles ne peuvent pas transférer les fonds vers ces pays en raison d'un blacklistage politique. Donc comment Exactement. vous faites dans ces cas-là? En fait, même les grandes associations humanitaires françaises et autres trouvent des difficultés. Et c'est pour ça, au niveau de quelques plateformes humanitaires en France, je cite par exemple CHD, par exemple, la coordination humanitaire du développement en France, ils ont une commission de dialogue avec Bercy pour justement faire intervenir l'État français pour faciliter à ces ONG humanitaires d'acheminer et faire leur virement, leurs transactions financières. Pour vous dire que le problème, il est complexe. Il ne s'agit pas d'une problématique locale entre une association et sa banque. C'est un système global, national, au niveau national et au niveau international. Moi, puisque je suis en train de parler, de répondre à votre question sur les contraintes, mais je profite de cette occasion pour lancer un appel pour protéger les ONG humanitaires et leur donner la liberté d'agir, euh, en respectant bien sûr le cadre légal et toute la gestion financière qu'on peut imaginer en interne et en externe. Mais je lance cet appel pour que l'État euh, soit facilitateur dans ce domaine pour les ONG humanitaires, parce que c'est un vrai sujet qui touche toutes les ONG humanitaires françaises, quelle que soit sa taille. Je lance un appel aussi au niveau international de trouver un système, un garant, à travers l'ONU ou autre, pour justement épargner les ONG humanitaires d'être impactés par les problématiques géopolitiques. Les ONG humanitaires, c'est des organisations non gouvernementales. De par leur neutralité, ils ne peuvent pas se positionner pour telle ou telle crise ou pour telle ou telle puissance. Sinon, eh ben, ils tombent dans la contradiction totale. Donc, si on a cette reconnaissance, si on donne la légitimité à ces ONG humanitaires, eh ben, il faut avoir les moyens de leur légitimité. Et parmi les moyens de leur légitimité, c'est cette histoire, cette question de la transition aux transactions bancaires et financières. Voilà, globalement, je pense qu'on a besoin aussi, entre acteurs humanitaires, on a besoin de travailler ensemble, coordonner, échanger des expériences et être, j'allais dire, une force pour imposer une solution, parce que ça devient un vrai sujet. Parmi les contraintes aussi de l'humanitaire qu'on rencontre, c'est l'accès aux médias. Et là, je profite de l'occasion pour remercier Mizan TV pour leur invitation, parce que, au fait, on vit dans un monde mondialisé où l'image a son importance pour sensibiliser le grand public autour des crises humanitaires. Vous savez ce qui se passe au Soudan maintenant? C'est juste une catastrophe naturelle de premier plan. Et le Soudan vit cette catastrophe depuis des siècles, enfin des décennies. Mais l'absence de la médiatisation,
en fait, ça devient une crise oubliée. Alors que quotidiennement, tous les jours, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui meurent, qui perdent leur vie et leur dignité. On parle, dès que les médias parlent d'une crise humanitaire, il y a la mobilisation autour. Et donc, les médias, ils ont un rôle éthique et un engagement professionnel pour que l'information soit circulée d'une manière équitable et juste et de manière objective aussi. La crise que vous évoquez au Soudan, vous faites référence à la crise politique, militaire ou à la crise En fait, environnementale? c'est une crise, actuellement, c'est une crise politique qui a poussé presque 1 million de personnes de quitter leur pays, sans parler des déplacés à l'intérieur du pays. Ça, c'est la crise actuelle. Mais auparavant, il y avait une crise aussi liée à la sécheresse, une crise économique, une crise climatique, etc. Et qui a vraiment mis en danger des millions de personnes, etc. Mais la dernière crise, elle n'est pas médiatisée. Et donc, nous avons, nous, Dignité Internationale, en tant qu'acteurs humanitaires, nous avons essayé de mobiliser nos donateurs, le grand public, mais voilà, donc il y a des difficultés vraiment de les sensibiliser. Alors que nous avons mené des actions dans les camps des réfugiés qui sont dans l'est de Tchad, puisqu'on a un bureau là-bas, et les besoins vraiment sont énormes. Donc nous avons mené une aide alimentaire, une aide médicale, nous avons fait 2 grands forages de puits pour les réfugiés, mais aussi pour les populations, les locaux. Parce qu'on voit l'aide arriver aux réfugiés, mais même les locaux, ils sont dans le besoin. Vous voyez trouver la solution entre les locaux, entre les réfugiés, les arrivés, etc. Et nous avons mené une grande campagne et je saisis cette opportunité pour aussi lancer un appel à la solidarité avec ces populations soudanaises en Afrique et en Afrique. Et donc l'accès aux médias est une contrainte et dans laquelle les médias, c'est un acteur majeur dans notre travail. Je pense que c'est important de le souligner. Après, il y a d'autres contraintes, type la légitimité des ONG, par exemple, et autres. Mais globalement c'est les 3 ou 4 contraintes dans lesquelles les ONG confrontent quotidiennement. Alors vous parliez enfin vous militiez pour une forme d'immunité diplomatique pour les ONG, c'est-à-dire qui leur permettent justement de ne pas être impactés par les conflits géopolitiques, c'est ce que vous Oui. disiez. Vous parliez d'organisation non gouvernementale, hein, qui est la signification du sigle ONG. Est-ce que les ONG, les organisations non gouvernementales, est-ce que non gouvernemental signifie apolitique? Puisque c'est ce qu'on comprend immédiatement. Et les ONG humanitaires, dans les faits, hein, je ne parle pas dans leur statut juridique, mais dans les faits, sont-elles toujours vraiment apolitiques? On fait la politique, mais la politique humanitaire. Après, ça dépend comment on peut définir l'appartenance ou l'action politique. À ma connaissance, les ONG humanitaires ne sont pas affiliés à des partis politiques. Ils n'ont pas une démarche partisane, de par leurs valeurs et de par leur mission. Mais on vit dans un monde politisé, dans lequel on doit faire attention et on doit le prendre en considération. C'est très important, mais on ne peut pas, en aucun cas, être une partie d'une équation politique. On peut avoir une couleur idéologique ou religieuse, mais dans l'action, il faut qu'elle soit neutre. Et c'est ça la différence. Entre les convictions et l'action, c'est 2 choses différentes. Donc, en aucun cas, on peut distinguer entre 2 pauvres, 2 nécessiteux, 2 victimes de guerre, quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance ethnique ou autre. On doit être dans cette neutralité. C'est important. Alors, avant d'approfondir cette question des rapports entre l'humanitaire et le politique, une question sur les financements et sur le développement des ONG, puisque
la création d'ONG est un secteur en pleine expansion depuis longtemps, hein, et je pense que les réseaux sociaux et les nouvelles technologies ont permis aussi de doper ce phénomène. Alors précisément, est-ce que l'humanitaire ne serait pas devenu un business comme un autre, le moyen de rafler la mise, peut-être, de collecter des fonds pour justifier, certes, des frais de fonctionnement, hein, car toute ONG a besoin de financer des employés, un salariat, une infrastructure, etc., etc. Mais étant donné précisément l'inflation de cette création d'ONG, est-ce que vous observez des abus dans ce domaine? Au fait, je ne dirais pas un business, mais c'est un modèle économique. L'humanitaire, c'est un modèle économique. Il a son propre modèle économique qui est différencié d'autres. L'action humanitaire, c'est un coût financier. C'est un coût dans le sens large du terme, parce que ça demande une mobilisation des ressources humaines, bénévoles ou autres, ou salariés. Ça demande aussi d'avoir les moyens de communication, d'avoir les moyens de la mobilité et des moyens logistiques énormes et qui sont chers. Et donc, on ne peut pas prétendre d'être acteur humanitaire sans avoir ces moyens-là. Donc, il faut monter un modèle économique dans lequel on peut agir en prenant en considération ces moyens-là. Parce que pour arriver à 6000 km de Paris, par exemple, eh ben, en soi, c'est un coût. Et donc, c'est un modèle économique dans lequel on doit le partager avec nos donateurs et nos partenaires. Et c'est ça la transparence financière. Chaque association humanitaire a un certain pourcentage de frais de fonctionnement, sans exception. Même les agences de l'ONU, encore pire. Alors, qui est évalué par les ONG elles-mêmes. Exactement. Ce pourcentage, En fait, ou est-ce que justement il y a un seuil? Il y a un seuil éthique. Il y a un seuil éthique, bien sûr. Dignité internationale, nous sommes moins de 10%, c'est-à-dire entre 6 et 8%, par exemple. Il y en a d'autres, elles sont à 15, 20, voire plus, etc. Et donc, il y a ce que j'appelle un seuil éthique. Donc, il faut avoir les moyens nécessaires pour pouvoir agir bien et dans les meilleures conditions et arriver aux bénéficiaires. Parce que tout simplement, nous, on est juste un pont, une passerelle entre le donateur ou les bailleurs de fonds et les bénéficiaires, quel que soit le pays. Et donc, il faut, pour garantir cette mission, il faut mobiliser des moyens. Sauf que il faut qu'elle soit éthique et en même temps partagée. Et partagée à travers nos supports de communication. Tous nos donateurs savent combien on a fait l'année 2023, 2022, etc. parce qu'on publie les rapports annuels sur nos supports de communication, comme le site internet, comme les emails, etc. Mais justement, concernant ces possibles abus, hein, puisque vous êtes un professionnel de l'humanitaire, donc vous connaissez un peu ce milieu-là, est-ce que vous observez, alors vous parliez du pourcentage, du seuil éthique, ça c'est un élément, un point important, parliez aussi de transparence, est-ce que le secteur de l'humanitaire est affecté par des ONG humanitaires qui peuvent être récentes et où il y aurait cette problématique justement d'un manque de transparence ou bien de seuil, de pourcentage de financement qui serait important et qui soulèverait des problèmes éthiques justement sur la question du financement. Au fait, pour lancer un projet humanitaire, premièrement, c'est un savoir-faire. C'est une grande responsabilité. C'est bien de solliciter le grand donateur ou le grand public pour financer tel ou tel projet ou telle crise. C'est intéressant. Mais est-ce qu'on a la capacité administrative, un savoir-faire, une compétence pour gérer ces flux, ces donations? Si on n'a pas les moyens, bien sûr, on va tomber dans des erreurs. On peut corriger les erreurs rapidement, mais des fois, on n'a pas les moyens de corriger les erreurs et on continue dans les erreurs. Et c'est ça qui va peut-être gonfler un peu ou beaucoup cette utilisation d'argent. C'est important. C'est pour ça que je parle d'éthique, mais dans le sens large de terme. L'éthique, ça veut dire aussi responsabilité. Une triple responsabilité même.
Et donc, on doit avoir cette capacité. Si on veut être engagé dans l'humanitaire, ce n'est pas juste un souhait. C'est un souhait, mais c'est une grande responsabilité. C'est un engagement à part entière, donc complet. Et donc, il faut prévoir tout ça. Et dans la construction d'une ONG humanitaire, dans un projet humanitaire, bien sûr, il y a des étapes à respecter, il y a des conditions à respecter, etc. Et donc, celui qui n'a pas les moyens de sa vision des choses, de son projet, bien sûr, il tombe obligatoirement dans des erreurs. En plus de ça, on doit avoir des garde-fous. Ça veut dire des contrôles et des audits internes et externes pour justement avoir le contrôle et, j'allais dire, être autocontrôlé. Et créer, quand je parle des garde-fous, un commissaire aux comptes, c'est un moyen de contrôle de l'État. Un commissaire aux comptes, il travaille pour l'État. Donc, il doit signaler s'il y a des dérapages, s'il y a des erreurs, intentionnées ou non. Il est dans l'obligation professionnelle et éthique de le faire. On doit avoir aussi des auditeurs externes. On doit avoir une gouvernance interne capable de contrôler l'exécutif. Là, quand je parle le modèle associatif français, il y a l'Assemblée générale, il y a le conseil d'administration, il y a le bureau, après il y a les permanents, ce qu'on appelle les directoires ou les COMEX ou autres. Et chaque instance a un rôle dans le contrôle de tout le travail de ces associations. Donc on doit améliorer, on doit mettre en place une gouvernance saine, capable de mener à bien l'action humanitaire, parce que c'est une responsabilité importante, une grande responsabilité vis-à-vis des donateurs. Un donateur, quand il donne, c'est pas parce qu'il a les moyens de donner, c'est parce qu'il est sensible à cette crise. Donc il donne des fois, alors qu'il est peut-être lui-même il est dans le besoin. Et j'ai vu des milliers de cas comme ça. Et donc on a un engagement, une responsabilité éthique et juridique envers nos donateurs. On a une responsabilité éthique vis-à-vis les bénéficiaires, parce que ce qu'on reçoit de la part de nos donateurs, c'est pas nos moyens, c'est pas une propriété, c'est juste un dépôt à destination de ces bénéficiaires qui sont peut-être des veuves, peut-être des orphelins, peut-être des victimes de guerre ou de catastrophes naturelles ou autres. Et une troisième responsabilité vis-à-vis le cadre légal global dans le pays dans lequel on travaille, soit en France ou dans les pays d'intervention. Et donc, le devoir d'informer, le reporting, etc. Alors, sur les rapports entre politique et humanitaire, une petite série de questions, Wahid Abbassi. On a justement le sentiment que sur plusieurs théâtres d'opération, l'humanitaire fait le job des politiques. Voilà, le travail des politiques, des États, des institutions politiques internationales. Est-ce que c'est le cas? On ne remplace jamais les États, parce que les États, ils ont un rôle, un devoir. La politique, dans le sens noble de terme, c'est être au service de ces sujets, de ces administrés, de ces populations. Et quand je dis un engagement, ça veut dire dans le domaine de la santé, l'éducation, les infrastructures, l'alimentation, la sécurité alimentaire, l'éducation, etc. Ce sont des prérogatives d'État, justement. Après, on a ce qu'on appelle les États fragiles. Les États fragiles dans lesquels ils passent par des problématiques économiques, de gouvernance, des crises majeures, soit dues à des catastrophes naturelles ou des conflits. Et dans des situations, dans ces États fragiles, on a observé des populations qui sont vulnérables, ou ils deviennent vulnérables à cause de toutes ces causes-là. Je pense que et c'est ça le rôle après des ONG ou des associations humanitaires, c'est de venir en aide à ces populations, bien sûr, avec l'acceptation de ces États. Nous, par exemple, si on va dans un pays, on signe des accords cadres et des accords projets avec l'État. L'accord cadre, il définit bien sûr le droit et les devoirs de chacun de nous, et c'est une manière de valider, d'accepter notre intervention sur leur territoire. Et un accord projet sur une durée, ça peut être 3 ans ou 5 ans, dans laquelle on affirme notre engagement
pour faire des investissements ou faire des projets dans tel ou tel axe, dans tel ou tel domaine. Donc, on est dans la complémentarité avec ces États. Et Dignité internationale, dans les pays d'intervention, souhaite toujours intégrer la stratégie nationale de développement. Est-ce que vous parvenez à créer les conditions d'une autonomie? Parce que finalement, il y a toujours le risque que l'action humanitaire devienne la béquille d'un État, finalement. Parce que il y a une faillite des États, il faut bien le dire. On parlait d'infrastructures, quand il n'y a pas de route, ou alors qu'on construit, alors ça c'est aussi une problématique d'ailleurs qu'on retrouve en Europe, quand on construit sur le lit naturel des fleuves, on se retrouve avec des inondations qui débordent les habitations, etc., etc., et puis beaucoup d'autres problématiques. Donc comment faire pour que l'humanitaire ne soit pas finalement la condition de la perpétuation d'une dépendance extérieure qui ne résout pas le problème? Vous parliez tout à l'heure de la valeur dignité et donc quelque part de la valeur autonomie. Est-ce que vous réussissez dans vos actions à créer les conditions d'une autonomie pour les pays dans lesquels vous intervenez? À part les urgences, pratiquement tous les projets de dignité internationale visent à créer l'autonomie de ces populations et leur donner les moyens de leur dignité à travers la formation, à travers des projets, par exemple, de développement, l'agroécologie, les fermes. Donner l'accès à l'eau, c'est une manière de leur donner une autonomie parce que la problème de l'eau, par exemple, c'est un problème transversal qui peut toucher la santé, qui peut toucher aussi l'éducation. Vous savez, il y a des enfants, ils ne partent pas à l'école à cause de l'eau. Et donc, le fait d'offrir un puits, un forage, c'est une manière d'autonomiser, de donner l'autonomisation à ces populations. Construire un centre médical et lutter contre la malnutrition, c'est une manière aussi d'aider les mamans, les familles à être autonomes, etc. Donc, et en plus de ça, nous sommes en train de travailler sur un grand projet d'entrepreneuriat solidaire. Ça veut dire accompagner les jeunes, les personnes vulnérables à avoir ou monter leur propre micro-projet. Et là, je parle en particulier des femmes qui sont vraiment vulnérables et à travers des micro-projets, par exemple dans la culture, dans la broderie, dans l'informatique, à travers des coopératives de l'huile d'argan, de l'huile d'olive, etc., ou même des travaux ou des produits artisanaux. On peut donner la possibilité à ces femmes et ces hommes d'être autonomes et créer leur propre projet, au lieu qu'elles soient vraiment dépendantes à l'aide internationale, l'assistanat. Chose qu'on déteste, chose qu'on souhaite pas faire, sauf bien sûr pendant les crises majeures. L'aide directe, elle est importante parce que là, on sauve des vies. Donc il y a les aides d'urgence et les aides au développement. Mais alors vous avez 10 ans, donc vous êtes encore une ONG jeune, on va dire. Mais est-ce que déjà vous constatez, est-ce que vous avez le moyen d'évaluer le fait de savoir si cette autonomie est aujourd'hui actée dans les zones d'intervention pour les aides au développement, pas pour les aides d'urgence? Bien sûr, nous avons mis en place, par exemple, 2 projets pilotes. C'est des fermes, ce qu'on appelle des fermes africaines, au Bénin et au Tchad, où nous avons accompagné des familles à avoir la possibilité de faire l'agriculture, produire leurs propres produits alimentaires, faire l'élevage, et plus de ça, et le reste, l'injecter dans le marché local. Ça, on l'a constaté, par exemple, au Bénin. On voit, par exemple, le miel, l'élevage aussi, on voit les céréales, le mil, etc., le riz et autres, et le maraîchage aussi. Donc, pas uniquement répondre à leurs propres besoins, mais injecter le reste dans le marché local. La même chose dans le sud de Tchad, où notre chef de projet qui est spécialisé dans l'agriculture a pu accompagner un groupe de femmes pour être autonomes et à créer ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Donc c'est des projets pilotes que nous avons mis en place au Mali, on l'a fait aussi dans le nord de Bamako, vers Ségou. Donc c'est des projets pilotes qu'on souhaite décliner pour reproduire partout dans les régions, dans les pays d'intervention. Et on voit l'importance et l'impact de ce type de projet. C'est très très important. Nous avons aussi financé plusieurs dizaines de projets, ce qu'on appelle les AGR, les activités génératrices de revenus, à des femmes au Tchad ou ailleurs. Donc nous souhaitons vraiment multiplier ce type de programme
juste je souligne un point qui est très important. Je dis malheureusement, le grand public ou les donateurs ne sont pas sensibles à ce type de projet en termes de financement. Ils sont sensibles plus pendant les moments d'urgence, voilà, parce que les images, encore une fois, les médias jouent leur rôle, mais les médias ne parlent jamais de la vulnérabilité des familles, leur situation économique, parce que voilà, on ne crée pas le buzz. Ce type de projet, de situation ne crée pas le buzz pour les médias. Et donc nous, autant qu'acteurs humanitaires, il faut, j'ai parlé tout à l'heure de modèle économique, on essaye de trouver, dégager des fonds, sensibiliser nos donateurs, insister à la sensibilisation, justement pour venir en aide et financer ce type de projet. Quel est le regard que portent les États sur le type d'action que vous menez sur le terrain? Comment êtes-vous perçu par ces États? Est-ce que vous êtes perçu comme une forme d'ingérence extérieure? Est-ce qu'il y a une suspicion? Est-ce qu'il y a je ne sais pas, des pressions ou voilà, comment vous êtes perçu par les États? Au fait, nous... En Afrique, par exemple, dans les différents pays que vous avez cités. Bien sûr, vous savez, il y a toujours la méfiance, il y a la confiance, heureusement. Mais globalement, Dignité Internationale, avant d'y aller travailler dans un pays, bien sûr, on rentre par les portes. Ça veut dire on contacte les autorités. On essaie d'avoir un accord cadre et un accord projet. On essaie d'enregistrer notre bureau, soit pour avoir un siège international, c'est l'idéal pour nous. Sinon, on essaie d'avoir des partenaires locaux. Et ça fait partie de notre modèle économique. Pourquoi des partenaires locaux? Parce que la notion de partenariat chez nous est très importante. Pourquoi? Premièrement, pour renforcer le savoir-faire et les compétences et surtout les moyens de ces acteurs locaux dans les pays d'intervention. Et c'est une manière, c'est un outil pour se transférer le savoir-faire à travers la formation. Et je pense que les acteurs locaux, ils sont les experts de leur environnement. À travers notre partenariat, on gagne de l'argent, on gagne de temps, parce qu'on s'appuie sur leur expertise et leur ancrage et leur implication dans leur environnement. Et troisième point, le fait d'avoir des partenariats solides avec des acteurs légitimes, c'est un gage de confiance par rapport à l'État. Parce qu'on travaille avec des acteurs locaux, et donc c'est une manière aussi de les rassurer, c'est une manière aussi de dire, voilà, on n'est pas là pour remplacer qui que ce soit, ni l'État ni autre, on est là pour aider, accompagner à la hauteur de nos moyens, dans le respect du cadre légal et politique des États dans lesquels on travaille. Sans tomber dans l'influence de ces États, parce que chaque État a ses propres politiques, aux partisans par exemple, mais on essaie de respecter au maximum notre mission et intégrer bien sûr la stratégie de développement local et être utile pour ces États, parce que ces États, ils sont responsables au premier plan, responsables de développement de leur pays. Et donc nous, on se met en position d'acteurs, accompagnateurs, qui est là pour soutenir des politiques de développement. Après, bien sûr, après examen et évaluation, on choisit le domaine d'intervention selon nos priorités et selon nos capacités surtout. Alors l'humanitaire s'efforce souvent de régler des problèmes qui sont créés par des États eux-mêmes, hein, la guerre par exemple, la famine, hein, on le voit à Gaza, hein, une famine qui est provoquée hein, délibérément par les Israéliens, puisqu'on ne laisse pas rentrer les convois humanitaires et on tire sur les populations. Ça devient une carte de pression. Voilà, et l'humanitaire s'expose aussi à d'autres problèmes créés par ces mêmes États, comme l'interdiction d'accéder aux zones sinistrées pour aider les populations, voire même la mort des acteurs humanitaires hein, dans les zones de conflit. Est-ce que, de ce point de vue-là, dans cette perspective-là, est-ce que vous diriez que l'humanitaire, finalement, serait l'expression de la bonne conscience occidentale? Alors je dis occidentale parce que, historiquement, les plus grandes ONG et les ONG sont nées en Europe, hein, le modèle de l'action éthique, de l'action non gouvernementale. Il y a une tradition politique et historique assez nettement occidentale et américaine aujourd'hui, donc c'est pour ça que je parle d'occidentale. Est-ce que l'humanitaire est l'expression de cette bonne conscience occidentale qui serait destinée finalement à compenser les fautes politiques des États que j'évoquais, voire même la désertion politique des États?
En fait, la relation n'est pas binaire, occidentaux, les gens, enfin, les populations du Sud, etc. Euh, Nous, dans notre démarche, on traite les problématiques. Bien sûr, il faut avoir une analyse sur les racines de ces problèmes, ces crises, ce qui est normal. Mais on cible surtout, notre engagement, c'est d'aider des populations qui sont vulnérables, qui sont dans le besoin, soit pendant les moments d'urgence ou pendant les moments où ils ont besoin d'être accompagnés pour avoir une certaine autonomie. Après, les valeurs humanitaires, les valeurs de solidarité et d'entraide, elles ne sont pas occidentales. Euh, c'est c'est lié à l'être humain, quelles que soient ses origines, quel que soit son pays. Moi, j'ai vu des formes de solidarité incroyables au Mali, au Tchad, en Palestine et ailleurs, où on a une certaine solidarité organique entre les familles, entre les individus. On voit le chef de village, il est là, il veille sur le bien-être de ses administrés en quelque sorte. Il organise, j'allais dire, la vie économique de ces populations. Je vous raconte juste une histoire qu'on est parti au Mali pour mettre en place une ferme. Et ben on s'est réuni avec le chef de village et son conseil traditionnel. Vous savez, au Mali, il y a ce qu'on appelle la structure moderne, démocratique, etc. Donc la mairie, la région, etc. Mais il y a aussi les infrastructures traditionnelles à travers les chefs de village, etc. Et c'est lui qui a débloqué un bout de terrain de 4 hectares pour mettre en place un projet à destination de quelques familles très très pauvres. Et c'est lui qui a choisi ces familles pauvres, bien sûr en concertation avec son conseil composé par 13 personnes. Oui, donc il y a des formes de solidarité qu'on ne voit même pas, elles sont invisibles. Et encore mieux, parce que s'il n'y avait pas cette solidarité ancrée dans les traditions, dans le vécu et la vie quotidienne des familles, je pense que voilà, ça sera très très difficile. Après, maintenant, bien sûr, vous posez une question très politique sur le rôle des États et leur responsabilité de tout ce qui se passe dans le monde. Soit les guerres, j'allais dire même le modèle économique moderne qui a éclaté l'environnement et la planète. Parce qu'en vérité, on n'a pas fait de l'économie, mais c'est un désastre. Quand on voit le dérèglement climatique, ça vient d'où? Ça vient de notre production économique. Le modèle de production économique est accusé. D'où toute cette nouvelle prise de conscience pour remodeler un petit peu l'économie et le construire sur d'autres bases que les fossiles et autres. Donc là, on parle de l'énergie verte, propre, on parle de la transition énergétique, l'électricité, etc. Et donc, on est responsable. Moi, j'accuse personne. Il y a une responsabilité collective et on doit trouver des solutions aussi en commun, ensemble. On doit réinventer la solidarité, parce que la solidarité, dans sa forme ancienne, classique, actuelle, est dépassée. Le monde a changé. Tout à l'heure, j'ai parlé de Gramsci et les 3 ruptures écologiques, numériques et j'allais dire même financières, parce que c'est lié à l'économie. On doit revoir notre manière de faire la solidarité. Qu'est-ce qui change entre l'ancienne manière de faire de la solidarité et la nouvelle, mis à part les instruments? Parce que les nouvelles technologies, bon, on va dire que ça peut être un instrument, là, on peut faire un don en ligne, alors qu'avant on se déplaçait ou on envoyait un chèque, je ne sais pas. Qu'est-ce qui change dans la nouvelle manière de faire de la solidarité? On doit s'adapter avec cette nouvelle réalité. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de l'entrepreneuriat solidaire. C'est une autre manière de faire la solidarité. Ça veut dire quoi? On n'insiste pas sur l'assistanat et la donation pure et créer les dépendances. Il faut créer l'interdépendance. Il faut créer l'indépendance. À travers des projets, on donne à un groupe de jeunes la possibilité de cultiver leur terre au lieu de penser à quitter leur pays et partir dans un autre pays, surtout en Occident. Aider les femmes à avoir une formation, l'aider à l'émancipation, avoir des formations dans l'informatique, dans la gestion d'une petite entreprise familiale, aider
Nous, d'Unité Internationale, on a mis en place à Mopti un gros projet en partenariat avec le ministère de l'Artisanat, un centre de formation à destination de 300 jeunes dans le nord de Mali. On sait que cette zone-là est impactée par ce phénomène de quitter le pays et partir ailleurs. Et donc le fait de leur offrir cette formation dans le domaine du numérique, le solaire, l'informatique, le forage des puits, l'agriculture, eh ben, on leur donne de l'espoir et les moyens pour développer leurs propres projets. Et parmi ces gens-là, on créé des sociétés de forage de puits. Pour vous dire l'importance de la formation. C'est une autre manière de faire la solidarité. Mais c'est un phénomène, c'est un appel pour repenser cette solidarité basée sur la dignité humaine. On n'est pas là pour remplacer des populations ou des systèmes politiques ou des cultures ou des religions. On est là juste pour accompagner, aider ces populations à retrouver leur... j'ai dit à retrouver, parce qu'ils sont dignes par naissance, à retrouver leur dignité et dans la bienveillance et le respect mutuel. Quand je parle de l'humanitaire classique, on a fait un buzz et on a créé un concept qu'on appelle le droit d'ingérence humanitaire. À l'époque, dans les années 90. Kouchner. Voilà. Aujourd'hui, avec son sac de riz sur l'épaule. Aujourd'hui, à Gaza, on a besoin d'appliquer ces règles. Est-ce qu'on est capable de les appliquer? Est-ce que le droit d'ingérence humanitaire est uniquement applicable dans les pays pauvres et fragiles du Sud? Est-ce qu'on ne peut pas les appliquer ailleurs, entre nous, les Occidentaux, au Moyen-Orient, par exemple? Et donc, au fait, cette manière de réfléchir et de repenser la solidarité, elle commence par une réflexion éthique et pas une réflexion de poids, de mesure. Je pèse mes mots parce que ce qui se passe à Gaza actuellement, c'est juste inacceptable. Il s'agit des populations, il s'agit de 12 000 femmes mortes, des milliers d'enfants, tellement les morts augmentent tous les jours, on n'arrive même pas à rattraper les vrais chiffres. Et donc là, on arrive à combien de milliers? Plus de 35 000. Oui, et tous les disparus, en réalité, c'est beaucoup plus. Ça, juste les morts identifiés. On doit être au moins autour de 50 000 morts. Et donc, 50 000 morts, ça veut dire que c'est le séisme qui a frappé, c'est les victimes du séisme qui a frappé et la Turquie et la Syrie. Bien sûr. Et donc, on est en train de créer d'autres formes de séisme, d'autres formes de catastrophes naturelles. Et là, l'humanité est interpellée dans sa conscience et dans son éthique et dans ses valeurs. C'est très important de le souligner parce que ce qu'on est en train de voir et de vivre à Gaza, c'est juste inhumain. Et je pense que c'est l'échec du système international qui a été créé en 1945. C'est la seule crise dans laquelle on n'a pas pu, on l'a créée et on essaie de la pérenniser. D'où la citation de Gramsci, Antonio Gramsci. Alors justement, puisque vous parlez de la Palestine, comme exemple, hein, puisqu'on pourrait citer aussi d'autres exemples, de cette situation où des États ou des puissances politiques sont la cause des souffrances des populations, avec cette idée que finalement, à un problème créé par le politique, une solution durable ne peut être que politique, puisque ce n'est pas le rôle de l'humanitaire de se substituer aux politiques. Néanmoins, on voit quand même parfois certaines personnes faire des dons, et c'est une très bonne chose, il faut encourager les dons aux ONG, parce que leur action est réellement nécessaire. On voit des personnes faire des dons à des ONG, un peu pour compenser une forme d'action de politisation, de soutien politique, d'action citoyenne, par exemple participer à des manifestations,
interpeller un député pour lui demander justement de questionner le gouvernement de tel ou tel pays sur la question d'une oppression politique, hein. On parlait de la Palestine. Donc on voit des personnes finalement, je reprends cette question de la bonne conscience, considérer qu'en ayant fait leur don à une ONG, d'une certaine manière, elles ont agi, elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire pour soulager la souffrance des populations, avec finalement une perspective de dépolitisation. Voilà, l'ONG serait, enfin l'humanitaire compenserait le manque d'engagement politique. Dans ce cadre-là, alors c'est une question difficile que je vous pose, dans ce cadre-là, est-ce que soutenir l'action humanitaire ne revient pas finalement à dépolitiser la conscience citoyenne? Je pense que la générosité et la solidarité et soutenir l'action humanitaire, c'est un acte civilisé. C'est un acte civilisé. C'est une autre forme d'expression envers des questions politiques, économiques, écologiques. Soit on fait la violence, chose qu'on souhaite pas et on n'a jamais, voilà, donc, ou participer d'une autre manière pour exprimer notre refus, notre acceptation vis-à-vis de tel ou tel phénomène. Par contre, donner à une association humanitaire, c'est un acte civilisé. Pourquoi? Parce que c'est une générosité humaine extraordinaire. Ça veut dire enlever de soi-même et donner à d'autres. C'est une expression très très forte et dans laquelle on doit l'encourager et la structurer, c'est tout. Au contraire, pour moi, les donateurs s'expriment parce qu'ils sont vulnérables, dans le sens où ils ne sont pas acteurs, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe, ni à Gaza, ni au Soudan, ni, ils sont impuissants face à ce qui se passe. En Ukraine, ils sont impuissants, mais ils sont concernés, parce que c'est des citoyens à part entière, ils sont des êtres humains aussi, ils sont interpellés dans leurs convictions, leurs valeurs, et leur rôle et leurs responsabilités. Et donc, ils trouvent dans la générosité et la solidarité une forme noble, une forme extraordinaire pour justement exprimer cette responsabilité et cette prise de conscience. Est-ce que l'engagement, alors l'action humanitaire pour les acteurs de terrain est une fonction, est une activité, un engagement extrêmement difficile parce qu'on est confronté aux souffrances du monde, aux souffrances des populations, à la misère, à la mort, à la maladie, aux enfants qui souffrent, etc. Donc c'est quand même un engagement extrêmement éprouvant sur le plan humain. Est-ce que dans la longue durée, faire ce métier ne vous rend pas, j'allais dire, un peu insensible, avec une forme de banalisation? Est-ce qu'avec le temps, être confronté à la souffrance humaine devient quelque chose de fatalement banal dans ce métier? Au fait, l'action humanitaire, de par ses valeurs et son action, elle tombe jamais dans la routine. Elle banalise jamais la souffrance des populations dans les pays d'intervention. Chaque cause est une nouvelle aventure, est une nouvelle expérience qui demande une mobilisation d'énergie, des moyens, une implication, une prise de conscience. Rencontrer quelqu'un qui est dans le besoin, c'est enrichissant dans le sens humain, parce qu'on relativise nos propres problèmes. Parce que des fois, c'est humain. Chacun il pense que voilà, il vit le problème avec majuscule, alors que quand on rencontre des situations, eh ben, nos problèmes personnels ils deviennent vraiment minimes. Et donc, et ça renforce aussi cette solidarité de la terre et de l'homme. Et je pense que c'est vrai, c'est dur, c'est vrai, c'est complexe, mais le fait d'épouser ces valeurs d'aide, de solidarité, en soi, c'est une source d'énergie et de méditation. Et j'allais dire, ça nous donne le moyen de repenser notre présence, notre existence, notre relation avec l'argent, notre relation avec l'être humain, avec la planète, notre conception de la vie, la guerre, la paix, notre conception de la religion, des convictions, des idéologies, le rôle de l'être humain et sa dignité. Tout ça, c'est une occasion, c'est une opportunité pour faire ce qu'on appelle s'interpeller.
ou interpeller notre conscience et interpeller nos politiques. Voilà, donc je pense que nous sommes au centre de l'humanité à travers ce projet humanitaire. D'ailleurs, il porte le nom humain. Et c'est pour ça que j'ai commencé notre échange avec la vision des dignités internationales qui ouvrons ensemble pour la dignité de l'humain, quelles que soient ses origines, en respectant ses conditions, en respectant profondément ses conditions d'un être libre. Et la liberté, c'est quelque chose de précieux, de très précieuse et dans laquelle on doit la protéger, la préserver. La liberté et la dignité sont deux valeurs importantes pour l'être humain, dans laquelle dignité internationale, elle s'est engagée depuis 10 ans de la préserver et la redonner à ceux qui l'ont perdue. Alors nous sommes en plein mois de Ramadan. Cette période est-elle particulièrement importante pour Dignité Internationale? Alors je ne parle pas seulement au niveau des dons ou des donateurs, mais aussi en termes de valeurs. Alors quelles sont ces valeurs? Alors vous avez exposé ces valeurs, une partie de ces valeurs. Est-ce que le mois de Ramadan est un mois propice pour Dignité Internationale au développement d'un certain nombre de valeurs? Et comment vous les intégrez dans votre dispositif d'action humanitaire, particulièrement au cours de ce mois, puisque c'est aussi le mois de la Zakat el-Fitr, voilà. Et puis un peu plus tard, ou à un autre moment, on parle aussi de la Zakat el-Mel, donc je rappelle ce que c'est, le Zakat el-Fitr, c'est l'aumône qui sert j'allais dire, financer la célébration de la fête, traditionnellement dans la religion musulmane. Zakat el-Mel, elle est plus vaste, puisque elle finance, c'est le droit du pauvre, donc c'est un prélèvement de 2,5% sur un seuil, j'allais dire, imposable, un nisab, pour les musulmans, donc qui sert à financer le droit des pauvres. Voilà, donc je referme cette parenthèse. Voilà, donc est-ce que le mois de Ramadan est une période particulièrement importante pour Dignité Internationale? Alors, pour la culture générale, la zakat en islam, où l'islam a mis un premier système de solidarité et un premier système social pour l'humanité, pas uniquement pour les musulmans, parce que l'islam, c'est pas une notion communautaire. L'islam, de par sa clôture de la révélation divine, a clôturé, il était le dernier à travers son prophète, le dernier prophète, j'allais dire, qui a reçu une révélation, un livre. Et donc, de par cette responsabilité, de par cette position, il ne peut être que universel. Et donc, il a instauré à travers ces piliers de l'islam, la zakat, qui est un des piliers de l'islam. Et la zakat, c'est quoi? C'est une aumône obligatoire pour les fidèles. Pour les fidèles, bien sûr. C'est dans ce sens que je parlais de musulmans, c'est oui. Au sens que ça incombe aux fidèles. Au fait, à travers la zakat, au fait, on instaure un système de solidarité sociale. Une autre manière de redistribuer la richesse entre les pauvres et entre les riches et les pauvres. Et ce système-là, il date depuis maintenant 1400 ans, plus, et qui est très efficace, parce que dans la bienveillance, l'amour de l'autre et par un sens de liberté, je partage un pourcentage de ce que je possède pour les plus vulnérables. Et c'est même indiqué dans le texte sacré, il y a 8 catégories de bénéficiaires. Donc il y a le pauvre, les nécessiteux, l'orphelin, les veuves, les passagers, les voyageurs, etc. Et donc c'est bien structuré. Zakat el-Fitr d'ailleurs, c'est pas uniquement pour célébrer la fête de l'Aïd après le Ramadan, mais c'est une autre manière de faire aider les pauvres à célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Que ce soit un jour de joie et de dignité et pas un jour de tristesse. Exactement. Il y a d'autres formes aussi de donation en islam. Il y a le kafara, il y a beaucoup de choses.
Et le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité par excellence. Pourquoi? Pourquoi on se met en état de jeûne, donc de privation, pour, développer chez l'être humain sa dimension verticale, spirituelle, et réduire un petit peu la consommation, j'allais dire, sa dimension animale. Et c'est une autre façon aussi de comprendre la situation d'un pauvre qui jeûne toute l'année, faute de moyens. Parce qu'il est pauvre, il est nécessiteux, parce qu'il passe par des accidents de vie, parce qu'il est impacté par une catastrophe, etc. Et donc, c'est une station dans l'année dans laquelle on doit penser notre présence, notre relation avec le divin, notre relation avec le sacré, notre relation avec l'être humain. Donc c'est une double relation, une relation verticale et une relation horizontale. Et les jeûneurs ou les croyants pendant le Ramadan sont dans cette pratique spirituelle verticale et horizontale, et ils sont plus que jamais généreux envers les plus vulnérables, les plus pauvres. Et on voit dans notre expérience de Dignité Internationale cette grande générosité de nos donateurs, où on reçoit des appels même le soir à 23h. Des gens appellent, et on a mis à disposition un système téléphonique pour répondre à leurs besoins. Donc c'est un besoin en vérité, un besoin dans lequel Dignité Internationale joue ce rôle pour répondre à ce besoin d'un donateur qui retrouve une certaine conscience d'être utile à autrui et aider le pauvre à travers un puits, à travers un colis alimentaire, à travers un repas chaud comme il est en train de le faire à Gaza par exemple, ou à travers la mise en place d'un projet d'autonomie pour les populations les plus pauvres. On voit tout ça. Et donc c'est une pratique, c'est une tradition de solidarité très importante. D'ailleurs, il n'y a pas que le Ramadan, il y a aussi la période Noël, la fin d'année, où on voit aussi une grande générosité chez nos donateurs. D'ailleurs, c'est les deux pôles, pôles de générosité dans l'année. Il y a le Ramadan, il y a la période de Noël, la fin d'année, où les gens vraiment sont très, très généreux. C'est les pics de donation. Les pics de donation. Et donc, voilà, donc Dignité Internationale saisit ces opportunités, ces moments forts dans l'année pour sensibiliser ces donateurs, le grand public, sur des crises humanitaires, soit des urgences ou des projets de développement, d'autonomisation des populations, et demander à ces généreux donateurs de participer et répondre à ce devoir de solidarité et ce devoir humain. Merci Wahid Abbassi, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG humanitaire Dignité Internationale, que vous pouvez soutenir en faisant un don, hein. Vous pouvez aller sur le site internet de Dignité Internationale. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir le travail de notre chaîne. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Mizan TV. Merci à vous surtout.